Bonjour à tous, moi je suis Shadi Nassif, je travaille à la Poste et chez DocaPost et je porte une équipe d'environ 35 personnes et un mix de développeurs, designers et on fait de l'innovation pour le groupe La Poste et pour DocaPost et ça fait environ 6-7 ans que je fais ça. Je suis là en fait pour partager mon expérience avec vous par rapport à ce que j'ai appris, par rapport au projet qu'on a mené. Et aujourd'hui en fait on est positionné sur 80% des projets de transformation stratégique à la Poste. Une équipe de 35 personnes qui a commencé par l'innovation. Et je voulais en fait partager avec vous sur comment on l'a fait, qu'est-ce qui a fait en fait cette équipe-là en fait s'est bien positionnée sur ce projet-là et comment elle a mené à bien les projets. Je vais vous parler de la User Touch. La User Touch, comme vous l'avez un peu sous-entendu, c'est la touche utilisateur. Et ce qu'on met ici en fait, c'est comment mettre une touche utilisateur dans les projets de transfo numérique d'un grand groupe ou même en fait d'une start-up. Déjà aujourd'hui en fait, au début quand j'ai démarré, dans tout grand groupe, il y a plein de projets qui sont en train de le transformer numériquement. Il y a des projets de transformation numérique. Par contre, ce qu'on voit, c'est que tous ces projets-là sont souvent portés par une DSI pour des raisons technologiques peut-être, ou de la consolidation d'offres pour le groupe. La partie utilisateur, la partie en fait intérêt pour l'utilisateur, la partie expérience utilisateur, elle est rarement associée à ces projets-là. À l'origine, on sait très bien que derrière il y a un user, mais toutes les discussions, tous les projets sont tirés derrière en fait la partie technologie, faisabilité, planning, coût, et le chantier user est rarement présent dans les chantiers principaux de ces projets de transformation. Et ce qu'on s'est rendu compte en fait, c'est que c'est des projets de transformation qui démarrent, qui prennent en fait un grand temps, qui durent dans le temps, qui coûtent beaucoup d'argent, et à un moment on se pose mais pourquoi on le fait et qu'est-ce qui se fait derrière? Je peux illustrer avec un exemple qu'on a fait avec la Poste, c'est quand on a voulu équiper tous les facteurs d'un téléphone mobile. C'était un projet de transformation parce qu'à l'origine on voulait que chaque postier, chaque employé soit connecté au système d'information. D'accord? Et on l'a géré au début comme un projet de transformation pour amener les employés à être connectés. Pourquoi ils sont connectés? Pour faire quoi? Qu'est-ce qui va changer dans leur métier? C'était pas très bien réfléchi à l'origine. Donc moi j'étais à l'origine de ce projet-là. On l'a démarré à une reprise, on l'a arrêté. 2 ans après, on l'a redémarré et il s'est réarrêté. La première fois pour des raisons de coût, en disant que c'est un grand investissement. Derrière, on ne voit pas le ROI. La deuxième fois, on l'a réarrêté pour des raisons de géolocation des postiers. Les syndicats, en fait, n'étaient pas partants pour ça. En disant, on va me suivre, on va savoir ce que je fais. Je ne suis pas d'accord. Je veux une autonomie dans mon travail. Et la troisième fois qu'on a lancé, donc j'étais là au cœur du sujet, et j'ai dit cette fois-là, on va le prendre différemment. On va le prendre par l'utilisateur, on va le faire avec les utilisateurs. Donc dès le premier mois qu'on a lancé le projet, on a rassemblé une équipe de 21 de facteurs, et on a réfléchi le sujet avec eux, d'accord? Et du coup, on avait déjà l'adhésion un peu du terrain, et surtout, on avait en fait des raisons d'y croire pour le management, sur le pourquoi on va le faire, comment ça va changer leur métier au quotidien, et c'est un projet qui au bout de 8 mois était un succès, parce qu'au bout de 8 mois, on a réussi à équiper en fait 1000 facteurs qui attendaient leur téléphone et qui étaient contents de l'avoir. Et aujourd'hui, en fait, c'est un projet sur lequel on s'appuie parce que c'est en train de changer le métier du facteur et c'est en train de changer les services qu'il va pouvoir en fait livrer à ses contacts au quotidien. Donc tout ça pour dire que ce soit un projet d'innovation d'offres, je mets en place une nouvelle offre, que ce soit un projet en fait de digitalisation d'un service, j'ai un service aujourd'hui qui n'est pas digital, je souhaite le digitaliser, ou carrément en fait une nouvelle technologie qui arrive, la blockchain, l'IA. Ce qui est hyper important, c'est qu'on se batte dans nos organisations pour que le chantier utilisateur, pour que la voix utilisateur soit au cœur de ces réflexions-là et soit un chantier porté au même niveau et à la même importance que tous les autres chantiers. Que ce soit le chantier technique, le chantier coût, il faut que le chantier user soit vraiment au niveau. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire les pas et à faire avancer les projets. Après, je vais parler un peu de la user design ou bien pourquoi ce chantier. C'est quoi la user design? Ce qui est important en fait pour les gens qui ne sont pas des experts du métier de l'expérience utilisateur, qu'on appelle souvent les UX, UI ou les designers, ce qui est important de dire, c'est que quand je réfléchis à une expérience utilisateur, il faut que cette expérience donne envie aux personnes de venir sur notre application, de venir utiliser notre solution. Ça, c'est le premier challenge. Si je fais une expérience, c'est pour donner envie de faire le premier pas à nos utilisateurs. Mais pas que. Il faut qu'ils fassent le premier pas, mais surtout qu'ils aient envie de revenir. D'accord? Qu'ils aient envie de revenir, et surtout derrière aussi qu'ils aient envie d'en parler à leurs collègues. Du coup, en fait, faire du buzz sur notre application. Donc, une expérience utilisateur réussie, c'est une expérience qui donne envie de venir, qui donne envie de revenir, et qui donne envie aux gens d'en parler de l'expérience qu'ils ont vécue. Voilà. Après,
de quoi je vais vous parler. Donc du design en général dans notre quotidien, d'accord. On parle souvent du design ou de l'expérience utilisateur dans les projets digitaux comme un ovni qui vient d'arriver. On ne comprend pas pourquoi c'est là, pourquoi c'est pas là, sachant que dans notre quotidien, depuis toujours, le design a existé. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde autour de nous, peut-être pas forcément dans cette salle-là, mais quand on regarde autour de nous, dans les espaces de coworking nouveaux qui sont en train de naître, dans les objets, dans les meubles, le design est toujours omniprésent. Et chacun de nous a une sensibilité au design qui est un peu différente, d'accord ? Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ce design-là, en fait, il est là pour nous séduire. Déjà, en fait, un objet qui est bien réfléchi, qui est bien designé, un tableau qui est bien peint, c'est un tableau, en fait, qui va nous séduire et qui va séduire l'unanimité. D'accord ? L'unanimité au sens, la majorité. T'as pas forcément 100% des personnes. Il y a toujours des gens qui sont critiques, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Mais au moins, la majorité trouve que c'est bien. La majorité trouve que c'est beau. Après, c'est quelque chose qui doit provoquer de l'émotion chez nous. Un sentiment de waouh, c'est bien, ou bien en fait un petit frisson, ou bien une larme pour certains. Donc on provoque l'émotion, donc on touche l'utilisateur au-delà de la raison. On le touche dans ses émotions, on le touche en fait dans son coup de cœur. Et après, un design bien réfléchi d'un produit, et vous le prenez pas forcément dans les applications, dans le monde du numérique, on peut le prendre dans le monde de l'objet, ça booste la valeur du produit, d'accord ? Un produit qui est bien designé, d'accord ? J'ai l'impression, je suis prêt à payer plus cher ce produit-là. Ou bien je suis même quasiment prêt à payer et ne pas l'avoir gratuitement. Un produit qui est bien designé peut donner en fait un sentiment de fiabilité, de sécurité, de qualité derrière. D'accord ? C'est un peu l'intuition humaine. Quand on voit un produit qui est bien fini par la forme et par son ergonomie, on suppose que derrière, il est bien fini également par son développement et par son aspect technique. Après, il faut que ça marche, il ne faut pas qu'il débug, mais au moins, la première impression est là, positive, et j'ai envie en fait d'acheter le produit et de le prendre. Dernière chose, le produit ne doit pas être uniquement ici en fait pour faire beau. Il doit aussi être ici en fait pour rendre l'expérience agréable dans ton usage. C'est pas uniquement c'est joli, mais une chaise qui est très jolie, mais je peux pas m'asseoir dessus, elle me fait mal. Il faut aussi que ça rende l'expérience agréable. Donc c'est pas uniquement le beau, c'est pas uniquement en fait l'émotion, mais c'est aussi utile au quotidien. Et ce qui est hyper important en fait, c'est que quand on met nos équipes d'accord sur un projet qui est un projet qui est design, qui plaît et qui est travaillé en termes d'expérience utilisateur, c'est un projet qui va booster les équipes, d'accord ? Ils vont s'y approprier le projet, ils vont y croire dans le projet, ils vont être fiers de faire le projet, et du coup on va avoir en fait des équipes ultra motivées, des équipes qui se donnent à fond par rapport à ce qu'ils font, et on va être plus dans le rôle de management, plutôt que de dire allez-y, il faut que vous boostez, on va être plus dans le rôle qui dit les gars, le week-end, levez le pied, prenez un break, faites une pause dans votre projet. Et c'est ce qu'amène le design. Il amène premièrement en fait une appétence et une attrayance utilisateur, mais surtout, il va booster nos équipes à l'intérieur pour réussir le projet. Ça va devenir un peu leur bébé, ça va devenir un peu leur produit. Je peux faire un partage d'expérience par rapport à ça sur un projet qu'on a lancé récemment. Donc dans mes équipes, je leur ai demandé un peu de réfléchir une nouvelle façon de créer un lien entre les parents et les enfants. Ils ont un peu brainstormé tout cela et ils ont sorti un nouvel objet de paiement. Je vais vous passer pour vous le toucher. Donc ils ont dit voilà, on va casser le code de la carte bleue et on va faire de la carte bleue un objet design dont les enfants ont envie de porter et dont les parents ont envie de donner aux enfants. D'accord ? Donc c'est un produit qui est là, qui s'appelle Jab. Donc du coup en fait c'est un objet de paiement plus une coque qui l'enrobe. Il y a plusieurs coques, du panda et ainsi de suite. Et ce projet-là aujourd'hui, et les équipes qui travaillent dessus, ils travaillent en fait à plein cœur pour le sortir. D'accord, nuit et jour, ils sont tellement motivés et j'ai du mal à les arrêter. Et donc je ne sais même pas comment leur dire si un jour on doit arrêter le projet pour des raisons financières, pour des raisons de marché. Je ne sais même pas comment leur dire, le projet va s'arrêter. D'accord, donc aujourd'hui, dans un grand groupe, on a réussi à créer l'ADN d'une start-up. Dans des équipes en fait qui postent un projet, qui y croient à son design et qui le portent jusqu'au bout. Donc je vous le passe, mais rendez-le-moi, c'est le mien. D'accord, si vous voulez le toucher. Voilà. Donc ça c'est un exemple de retour d'expérience sur ce projet-là. Je continue. Donc pour dire que le design existe même dans les produits. Là par exemple, quand on fait du design, on peut faire du design et on peut être créatif sous contrainte. Là par exemple, la matière était une contrainte pour l'architecte qui a fait cette chaise-là. Il devait faire une chaise avec une contrainte. Du coup le design n'est pas forcément en fait affranchi de toute contrainte. On peut dès le démarrage mettre en place le cadre dans lequel on doit travailler. Et un créatif, un designer va prendre cette contrainte-là et va en faire en fait un produit qui tient la route, qui plaît dans cette contrainte-là. Après, ce que je continue,
Ce qu'on peut faire également, c'est comme a fait Stark sur cette chaise-là, il a pris en fait différentes inspirations de design et il les a mélangées dans une seule. Ce qu'on pourrait faire également en fait dans le monde digital, c'est s'inspirer de plusieurs applications pour en faire une nouvelle application qui est inspirée du design. Donc du coup, le design, c'est pas forcément et uniquement dans la création, dans imaginer quelque chose de nouveau, mais c'est aussi en fait savoir capitaliser l'existant et le transformer pour qu'on devienne meilleur. Et après, le design, en fait, depuis toujours, a commencé à toucher aux objets électroniques. Là, par exemple, on voit que Dyson s'est lancé sur la partie aspirateur, sur la partie, en fait, hair dryer, c'est un peu la partie sèche-cheveux. Ok, et du coup, en fait, ça a boosté le produit. Aujourd'hui, quand on pense à Dyson, on pense des produits de qualité, des produits de longue durée, des produits, en fait, qui tiennent la route, qui sont beaux, et qu'on est prêt à payer le prix. Quand vous comparez un aspirateur Dyson ou un aspirateur classique, c'est x4, x5, x6 le prix, c'est énorme. Après, ce qui est intéressant dans cet objet-là, c'est de dire en fait que des boîtes technologiques comme Parrot commencent à s'associer à des designers qui sont très connus dans le monde digital et dans le monde physique, d'accord ? Ils s'associent à Stark pour faire un peu leur objet. Et aujourd'hui, en fait, c'est une tendance qui va arriver, j'y crois fortement, dans le monde du numérique, où les designers, en fait, connus et reconnus, sont un peu multisecteurs. Comme ils réfléchissent l'utilisateur. Et comme ils réfléchissent un peu à la partie ergonomie et utile, qu'ils réfléchissent à un objet, qu'ils réfléchissent à un espace de travail, qu'ils réfléchissent à un vêtement ou qu'ils réfléchissent à une application, d'accord, ils vont avoir cette même empathie et cette même en fait tendance tirée user. Bien sûr, il y aura des spécialistes, mais un bon designer, d'accord, je suis convaincu fortement qu'il peut être multivertical et multisecteur. Après, quand on parle de consumer design, d'accord. Ce qui est important en fait quand on réussit un design, c'est qu'une fois que j'ai fait un design, une fois que j'ai dessiné un bouton, une fois que j'ai dessiné un logo sur une application, la force du design, c'est que ce logo soit parlant à tout le monde. Quelle que soit la personne qui le voit, il va comprendre que ça c'est un peu la home. Il va comprendre que là par exemple, je vais pouvoir classer un dossier. Il va comprendre que là, je vais pouvoir partager une information. D'accord. Donc la puissance du design, c'est d'installer un peu des codes que tout le monde comprend. Et que ce soit simple à comprendre. Un peu là, par exemple, on prend la capsule Nespresso. Aujourd'hui, elle n'existait pas il y a, je ne sais plus, 4 ans, 5 ans, je sais plus, j'ai plus la date en tête. Mais aujourd'hui, quand on voit cette capsule-là, tout le monde sait que c'est une capsule, d'accord, qui peut nous permettre d'avoir du café, et peut-être récemment du thé, et peut-être du lait. Mais grosso modo, on associe maintenant ce modèle-là à son usage derrière. Quand il y a 4-5 ans, il n'existait même pas. Et quand on voyait cet objet-là, on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Et voilà. Et après, ce qui est important aussi dans le monde des objets interactifs et digitaux, c'est que le design, c'est aussi quelque chose d'interactif. C'est qu'avant une chaise, je la prenais, je m'asseyais dessus, elle ne me parlait pas, elle ne me passait pas de l'information. Dans le monde digital et électronique dans lequel on est, aujourd'hui, je touche une application, elle réagit. D'accord ? Quand j'arrive à la chambre d'hôtel, par exemple, je prends mon badge, je badge la porte de la chambre d'hôtel, elle s'allume en vert. Elle me fait un signal d'avoir compris mon action et elle me dit voilà, la porte est ouverte pour la décoincer. Donc du coup, il y a ce système d'interaction où le design qui est bien réfléchi me parle. D'accord, et me communique. Donc bien sûr, il y a action-réaction où il réagit à mes réactions, à mes actions, mais il y a aussi en fait, il peut me solliciter à prendre une action. Quand je télécharge une application et je ne suis pas encore familier avec, je ne sais pas où cliquer, une petite animation, un petit attire l'œil, il va m'inciter à appuyer sur un bouton. Et souvent, si vous suivez un peu ce qui se fait dans le monde un peu des enfants, à partir de 4 ans, 5 ans, qui ne sont pas forcément habitués au monde digital, on voit bien que l'application, dans son onboarding, donc dans sa prise en charge de la personne, elle va indiquer à l'enfant exactement où appuyer, sans qu'il ait besoin de lire et sans qu'il ait besoin de l'assistance d'un parent pour l'aider. Et c'est la puissance du design. Après, donc on a parlé un peu du design connecté, et dans le design connecté, donc dans le design digital, je vais amener une notion qui est intéressante, c'est le design de l'interaction. Je pense que vous avez peut-être entendu parler du design de l'interaction. C'est quoi le design de l'interaction ? J'ai l'impression que ma voix porte mieux maintenant. Désolé. Donc c'est quoi le design de l'interaction ? Et il y a l'interaction, il y a l'animation. D'accord ? L'animation, en fait, c'est quand on lance un site internet, quand on lance une application, il y a des choses qui bougent comme une vidéo, qui crée une animation qui est peut-être agréable à voir. Le design de l'interaction, c'est un design, en fait, c'est un comportement qui va avoir lieu quand je vais appuyer sur une action, d'accord ? Par exemple, quand je vais acheter un produit, la façon dont il va se mettre dans le panier, la façon dont il va apparaître, ça va être le design de l'interaction. Après, c'est quoi ? Donc du coup, est-ce que l'interaction c'est l'animation ? Pas forcément. Je peux faire du design d'interaction sans forcément faire de l'animation. Je vais vous montrer des exemples par la suite pour vous y vous projeter. Est-ce qu'il faut faire de l'interaction pour l'interaction ? Non.
Parce que si on fait une interaction qui est très sympa, qui est très belle, et la première fois qu'on arrive et on la voit, on dit génial, c'est super, elle a marqué. Mais quand je reviens tous les jours, si l'interaction elle dure 2 secondes, et vous vous imaginez, quand vous devez faire en fait confirmer une action, quand vous voulez acheter un produit, c'est à chaque fois que vous voulez cliquer sur une action, elle dure 2 secondes, 3 secondes pour que l'action se déroule, ça va être lourd à la fin. Et ça risque d'être chiant à la fin. Après, le design d'interaction, il doit être ici pour résoudre un problème. J'en ai parlé en fait, c'est que si je ne sais pas où appuyer, il faut qu'il me guide vers l'appui. Si je mène une action, il faut qu'il me dise que j'ai bien compris ton action et l'action a été bien exécutée, et ainsi de suite. Donc du coup, il faut qu'il soit vraiment utile. Il faut qu'il aide l'utilisateur à comprendre ce qui se passe, d'accord ? Et deuxièmement, en fait, il faut vraiment qu'il réagisse à ses actions. Dernièrement aussi, sur la partie guider l'utilisateur, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est important en fait pour que vous compreniez le message. C'est dire grosso modo en fait quand je rentre dans un tunnel, quand je veux par exemple réserver un billet d'avion, quand je dois par exemple demander un Uber, il faut que dans la suite d'actions que je mène, je comprenne que la voiture elle est disponible, qu'il y en a peut-être 4 qui sont pas loin de moi et qu'il y en a une qui est à 4 minutes. Tout ça par le design. Uber n'a pas eu besoin de nous écrire tout ça pour que je le comprenne. Par le design, par le visuel et par les petits en fait, d'infographie, il nous a communiqué le nombre de voitures à proximité, celles qui sont disponibles et en combien de temps je peux avoir une voiture à mes pieds. D'accord ? Ça, c'est le design d'interaction. Grosso modo, en fait, donc ce qui est important aussi dans le design d'interaction, ça c'est quelques exemples un peu que je vais vous montrer par la suite, ça permet en fait de créer une signature unique pour ma solution. C'est comme un peu une marque ou une identité. Le fait d'avoir imaginé et créé un design qui est spécifique pour ma solution, pour mon entreprise, ça va être ma touche d'entreprise. Ça va être en fait les utilisateurs, quand ils vont voir ce design-là, ils vont dire « Ah tiens, c'est NG, ah tiens, c'est cette solution-là ». Ils vont s'approprier par rapport à la solution. Okay ? Et après, la question qui m'est souvent posée, mais comment on peut savoir si c'est quelque chose de bien, si c'est par rapport à ce qu'on nous propose, c'est bien, c'est pas bien. Bien sûr, on fait les user tests, bien sûr, on va prendre l'avis des utilisateurs pour voir ce qu'ils en pensent, ainsi de suite. Ça, c'est un peu la démarche classique de design thinking. Mais moi, je suis arrivé sur un constat, c'est que dans une équipe ou dans une entreprise, on va avoir quelques personnes en fait qui ont cette sensibilité utilisateur, d'accord ? C'est pas forcément des experts du design, c'est juste des gens en fait qui ont de la sensibilité et qui comprennent un peu le parcours client et qui comprennent cette situation. Donc du coup, quand on présente quelque chose, d'accord, sur lequel tu as oui, non, j'y crois pas, ça veut pas dire que c'est pas un beau design. Ça peut être excellent comme design, mais c'est un compromis. Par contre, quand on va présenter quelque chose sur lequel vous allez voir tout le monde dire waouh, c'est quoi ce truc ? On a touché un point excellent, qui est un peu la majorité. Un peu comme je vous ai présenté le JAB. Le JAB, là, l'objet de paiement des enfants que je vous ai passé, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il a disparu. Superbe. Ok. À chaque fois qu'on a présenté à une famille, à un enfant, en interne, au COMEX de la Poste, tout le monde l'a regardé et tout le monde a dit « Waouh, c'est super comme idée, c'est super comme produit, il est agréable, il est beau, et tout ça. » Donc du coup, on a quasiment une unanimité, en fait, d'appétence par rapport à l'objet qu'on a fait. Donc c'est un indicateur. Après, je vais faire quelques zooms. Après, au niveau temps, je ne sais pas ce que j'en suis. Excusez-moi. Comme j'ai une demi-heure, 10 minutes, ça va. Donc là, par exemple, je vais vous montrer quelques exemples, d'accord, de ce qu'est un design d'interaction et comment, en fait, il peut vous parler. Donc là, en fait, c'est une application qui permet, en fait, de dire est-ce que je suis un homme ou une femme. Du coup, en fait, l'animation. Après, je vais donner ma taille. Je vais donner mon sexe et grosso modo mon poids. Et vous allez voir l'animation qui va réagir par rapport aux informations que j'ai données. D'accord ? Du coup, je n'ai pas besoin de lire et de comprendre exactement l'action que je mène, mais en menant l'action, elle est traduite derrière par une information qui m'est utile et qui est compréhensible. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple pour pouvoir en fait faire rentrer, ça peut être un onboarding d'une application de santé, un onboarding d'une application peut-être en fait de coaching, de nutrition, ainsi de suite. Après, je continue. Un autre exemple. Là, je suis plutôt en fait, je souhaite louer une voiture. D'accord ? Et donc, du coup, pour louer une voiture, il faut que j'indique la catégorie de la voiture peut-être. Il faut que j'indique le nombre de personnes qui va rentrer dans la voiture. Il faut que j'indique pas mal d'éléments. D'accord ? Et du coup, ici, c'est une application qui va me permettre, d'accord, d'un point de vue aérodynamique, de choisir mon filtre. D'accord ? Qui est vraiment en fait à portée du pouce. Je vais choisir mon filtre. Je vais avoir grosso modo l'historique des choix que j'ai faits, d'accord ? Et en final, une fois que j'ai fait tous mes choix, donc c'est un van, 2 personnes, je le veux pour le 25 juin, et je ne sais plus en fait ce qu'il y a mis derrière, il va me dire tout de suite le prix, et je vais pouvoir passer à l'action d'achat.
Okay, donc ça c'est en fait une façon différente de faire un filtre. On aurait pu faire un filtre classique, on aurait pu poser des questions dans un formulaire, mais le fait d'avoir mis en fait cette touche-là, c'est dynamique, on rend l'expérience agréable et on a rentré tous nos critères sans forcément en fait avoir oublié ce qu'on a déjà rentré. Dernier exemple. On est plus dans une application qui permet en fait faire des courses au classique comme par exemple Amazon Prime ou bien Carrefour ou bien Monoprix ou ainsi de suite. Là on est sur une application en fait destinée à acheter des fruits et là on voit très bien l'expérience. Ça va pas démarrer, désolé. Donc là en fait je vais choisir un peu la catégorie de fruits dont je veux. Donc là j'ai les kiwis, j'ai les oranges, j'ai les fraises. Je vais choisir un peu les fruits qui m'intéressent et on va voir comment le panier se constitue. Donc le panier est toujours visible, donc je vois tout ce que j'ai dans le panier. Je peux le scroller si je dépasse le nombre d'items. Et à la fin, quand je passe la commande, on va retrouver un geste qu'on a dans le monde physique, d'accord, où les objets et tout ce que j'ai acheté va se mettre dans un panier. Du coup, en fait, on va pouvoir se raccrocher au monde physique et beaucoup de designers s'inspirent du monde physique. Beaucoup de designers en fait vont voir ce qui se passe dans le monde physique, donc des comportements et des actions sur lesquelles on est familier, et ils peuvent reproduire ces actions qu'on connaît dans le monde digital. Et ça marche bien, et surtout c'est de là où vient un peu la partie imagination et créativité. Après, par rapport au temps qui nous reste, après il y a plein d'autres exemples d'applications, donc là je ne sais pas si la présentation elle sera diffusée, mais au moins vous avez quelques exemples, et pour voir en fait par exemple, celle du milieu c'est celle de Nike, vous voyez un peu la puissance d'être sur un one page. C'est grosso modo, je mets mes actions, je choisis mes chaussures, je choisis les couleurs, la taille et tout, et j'ai pas bougé de la page. Donc j'ai tout de suite le résultat de mes actions. Ce que j'appelle en fait dans mon jargon un peu, c'est le design one page, où je ne bouge pas de ma page et tout tourne autour de ma page et tout s'exécute par rapport à mes actions. Après, j'ai voulu faire un focus un peu sur le dev, parce que comme on est dans une conférence de développeurs, et je ne sais pas dans la salle s'il n'y a pas les développeurs, je veux dire que le design en fait touche aussi le développement. Aujourd'hui en fait, quand on voit tous les codes de développement qui sortent pour les enfants, toute la partie en fait comment je peux coder très très simplement, là vous avez quelques exemples que je montre ici, d'accord, on se rend compte que le fait d'avoir amené une couche de design sur le code que je fais et de l'avoir simplifié, ça rend la partie développement accessible à tout le monde. Aujourd'hui, en fait, c'est pas des choses qui sont extraordinaires. Même des enfants, en fait, à partir de 4 ans, 5 ans, ils peuvent démarrer leur premier pas dans le développement grâce à la couche design qui vient rendre le développement très très ludique. D'accord ? J'ai un exemple derrière que je vais vous citer. Là, si j'ai pris une application au pif, d'accord, qui permet un peu aux enfants de faire leur premier pas. Il s'agit par exemple, là on a plusieurs tortues, il s'agit un peu de programmer en bas leur chemin, leur dire faites 1 pas, 2 pas, 3 pas, pour aller un peu à votre maison. Et là, vous voyez, en fait, vous avez toutes les possibilités de programmation qui sont à droite, tout ce que peut faire un enfant. Et l'enfant, en fait, il va choisir l'action. Ça n'a pas démarré ? Oui, je sais pas. Désolé. Il y a un petit bug. Voilà. Donc l'enfant, il va choisir un peu les actions possibles à droite et il va un peu, grosso modo, paramétrer pour chacune de ces tortues son chemin. Donc j'ai fait quelques tests avec mes enfants, génial. Ok, et du coup, à partir de 4 ans, d'accord, ils arrivent à s'en sortir. Et ce qui est stupéfiant, après ils sont peut-être très intelligents, mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils sont passés tous les niveaux. Ils ont fait niveau 15, niveau 16, d'accord. Après, ce qui est un peu difficile plus pour eux, c'est que là, on leur demande une action précise. Donc ils ont une tâche à accomplir et ils doivent programmer par rapport à la tâche. Donc ce logiciel permet en fait d'accompagner un plus large où ils peuvent créer eux-mêmes leur propre énigme. Donc à la limite, un enfant peut créer son propre parcours d'énigmes ou bien de tâches et demander à un autre enfant de le compléter. Donc là, on rentre plus dans le développeur il n'a pas uniquement la compétence d'exécution d'action, mais il peut également en fait concevoir une problématique, d'accord, à résoudre. Voilà, et en bas, je vous ai mis un peu tout ce qui existe comme autre application qui permet aussi en fait de sensibiliser tout le monde en fait, c'est pas que les enfants, aux techniques du développement. Donc le design pour rendre une tâche comme le développement très ludique, accessible à tous. Et peut-être qu'il vous donnera envie un jour de devenir développeur. Voilà, je pense que je suis sur le dernier slide, oui très bien. Donc là je veux parler des chatbots. Vous avez tous entendu parler des chatbots, d'accord, une tendance qui arrive depuis un an et demi, d'accord, qui est en train de transformer la façon dont on va utiliser le mobile. Tout le monde sait c'est quoi un chat. Un chat, j'envoie un message, je reçois un message, j'envoie un message à quelqu'un et je reçois un message. Et ce qui arrive maintenant, c'est de dire que les gens n'auront plus besoin de télécharger des applications, on aura juste besoin d'envoyer un message à un service, d'accord, et il va nous répondre. Et par
message, on va pouvoir aboutir à ce qu'on veut. D'accord ? Aujourd'hui, ils sont très utilisés dans le monde du service après-vente, mais moi je crois énormément que pour pouvoir acheter un billet d'avion, pour pouvoir en fait réserver une voiture, pour pouvoir en fait demander un service, on va pouvoir le faire par chatbot. Au début, quand je me suis intéressé au sujet, je me suis dit, mais chatter, on va devoir écrire des textes, envoyer des messages, et à chaque fois que j'ai un besoin, je vais devoir écrire un texte. Donc, cliquer sur un bouton, ça prend 1 seconde, même 1 milliseconde. Écrire un texte, il faut écrire le texte, savoir ce qu'on écrit, il faut que derrière l'application comprenne ce que j'ai écrit, il faut de l'intelligence artificielle. J'ai l'impression d'avoir tombé dans une usine à gaz. Et plus j'ai approfondi le sujet, plus je me suis aperçu que dans le design, on peut faire des chatbots exactement comme les applications. Des chatbots où il n'y a pas uniquement un échange de texte, mais il y a un échange d'images, il y a aussi des clics. Donc plutôt que d'entendre une application dans laquelle je dois naviguer, le chatbot, il va ouvrir une discussion avec moi. Donc je reviens au design de l'interaction où le design me parle, où l'application me parle. Donc le chatbot, il va me poser une question, je vais répondre à la question et ainsi de suite. Mais en y répondant, je peux répondre en cliquant par exemple un oui ou un non. Par exemple, si on voit ici en bas à droite, quand je prends rendez-vous, il va me proposer 4-5 créneaux horaires et je vais cliquer sur le créneau horaire qui me va. Je ne vais pas lui dire par texte, je veux de 19h à 15h. Donc du coup, en amenant cette couche design et en amenant cette interaction dont on maîtrise dans le monde des applications, on peut rendre le chatbot très intéressant et très rapide et très utile pour l'utilisateur. Je vais vous montrer 2 exemples de chatbots, d'accord, que j'ai choisis pour mettre un peu des images sur ce que je viens de dire. Donc là, on a un chatbot où une personne a besoin de faire un virement bancaire. Par exemple, j'ai emprunté 50 € mais payé le restaurant, je dois le rembourser. Et là, grosso modo, le chatbot va me dire « Hello, comment vas-tu ?» Je vais lui dire « Est-ce que tu peux me dire en fait le résultat, l'état des lieux de mes comptes, j'ai quoi sur mes comptes ?» Mais il va me répondre, voilà, vous avez le compte Visa tant d'argent. Génial, je souhaite envoyer 250 $. Très bien, il va me dire à qui. Je vais cliquer, c'est à qui. Il va me dire, ok, très très bien, j'envoie. Il va me demander de confirmer par le Touch ID que c'est bien moi qui fais cette demande-là. Et le virement est parti. Donc vous avez vu un peu le mix and match entre j'écris du test pour lui faire comprendre ce que je veux, mais la suite de l'expérience, elle est vraiment en cliquant sur la personne et en m'authentifiant avec mon Touch ID. Et donc tout ça est intégré dans le chatbot. Un deuxième exemple, toujours dans le monde bancaire, j'ai trouvé 2 dans le monde bancaire, d'accord, où dit voilà, aujourd'hui je suis riche, plein d'argent, ok, et je souhaite faire un investissement, d'accord, et donc du coup il va m'accompagner sur un peu les grands principes de mon investissement. Donc d'abord, il va me dire très très bien, d'accord, tu veux faire plus un investissement pour préserver ton argent ou tu souhaites prendre des risques et tu veux faire croître ton argent. Je préserve. Le montant, c'est un petit sac qui tourne, j'aurais pu le saisir, mais là je le fais tourner. Okay, et derrière moi, il va dire mais pourquoi tu fais cet investissement? Est-ce que c'est pour les vacances? Est-ce que c'est pour financer tes études? Est-ce que c'est pour financer les études de tes enfants? Et du coup, avec 4-5 questions, on vous a montré comment un chatbot, d'accord, peut devenir interactif et toutes les questions-réponses ne sont pas uniquement et exclusivement par texte, mais peuvent se faire par image, par clic et ainsi de suite. Dernier slide, je pense. Oui, on arrive vers la fin. Donc là, en fait, il y a quand même un monde qui m'intéresse forcément, parce que j'appartiens un peu à la Poste et on s'intéresse beaucoup aux services publics et services citoyens. Donc je me rends compte que dans ce territoire-là de services citoyens et services aux employés, le design n'est pas forcément omniprésent. Je vous pose la question, quand vous voyez vos logiciels de gestion et de saisie de notes de frais, comment elles sont zéro design? Quand vous voulez faire une démarche vers l'État pour renouveler un passeport, pour demander une carte grise, pour inscrire votre enfant à la crèche, ainsi de suite, il y a des efforts qui sont faits, d'accord? Aujourd'hui, tout n'est plus papier. On commence à remplir des formulaires sur Internet, mais on est encore en train de remplir un formulaire. On n'a pas encore une expérience que j'ai envie de faire et à chaque fois que je vais faire une démarche administrative, je saute de joie. Génial, c'est une expérience que j'ai envie de vivre. On est encore dans un monde que j'appelle un monde qui est en train de se transformer, qui est en train de bouger, mais on est encore dans un monde de zéro design à mon sens. Mais c'est un monde qui est passionnant, parce que là on est dans le service utile. Là on est sur des services où on peut changer la vie au quotidien de tout le monde. Ah oui, c'est vrai, j'avais pris une copie d'écran de ce qu'est une interface dans ce monde-là administratif, d'accord? Quand tu compares ça par rapport à ce qu'on a dans le monde digital et mobile, voilà, il y a quand même 2-3 gaps.
Et dernier slide, dernier. Donc tout ça pour vous dire, c'est que j'espère que avec ces petites paroles, ces slides que je vous ai donnés, en fait, dire que maintenant dans vos projets, que vous soyez une start-up, que vous soyez un grand groupe, pensez design. À chaque fois que vous sentez que l'utilisateur n'est pas au cœur du sujet, d'accord, battez-vous pour le mettre, battez-vous pour des designers pour vous aider. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut former ce que j'appelle moi des design teams, des équipes design. Et une équipe design, c'est pas uniquement des designers. D'accord ? Une équipe design, c'est un designer qui va créer l'expérience, d'accord ? C'est un développeur qui va la réaliser. Parce que tout ce que je vous ai montré ici, c'est très très beau. Mais si on n'a pas derrière des équipes développeurs qui ont envie de la réaliser et qui ont le savoir-faire pour la réaliser, on sera uniquement, en fait, on fera de beaux slides, on fera de belles démos, mais il n'y aura pas du dev derrière. Et dernière chose, il nous faut du user pour la prouver. Parce que si je l'ai imaginé et je l'ai faite, si j'ai pas l'utilisateur qui est avec moi pour me dire que ce que tu as imaginé, ce que tu as fait me plaît et me va, d'accord, on va dans le vide. Donc une design team, c'est une équipe, des designers, des développeurs et des utilisateurs, depuis le début en fait, qui conçoivent avec nous la solution. Et après, pour finir, voilà, donc c'est un peu des outils de production, de l'inspiration. Sur l'inspiration, ce qui est hyper important, c'est que souvent les designers, souvent même les chefs de projet, peu importe, s'inspirent des autres applications pour créer leur design. S'inspirent de ce qu'il y a sur Internet pour créer leur design. Tout ce que je dis, c'est qu'on vit dans un monde physique, d'accord ? Dans un monde réel où on peut s'inspirer de ce monde réel pour embarquer dans nos projets des expériences digitales. Et c'est là où on amène de la créativité, c'est là où on amène en fait de l'imagination. Voilà, merci à tous, j'espère que c'était intéressant et utile pour vous.